Salut à tous, bienvenue dans la troisième mi-temps pour décortiquer la 21e journée de Top 14. À mes côtés, un expert toulousain, Jérémy Fada. Salut Jérémy. Salut Judith. Un expert Rochelais, Paul Arnoux. Salut Paul. Salut Judith, salut Jérémy. Toujours pas fâché Oui, depuis bonjour, 2023. Oui, mais tu me dis même pas bonjour. Non. Voilà. On a réussi à passer outre. Allez messieurs, C'est dur. Dans un instant, messieurs, on va revenir bien évidemment sur la performance XXL de Pau à Bayonne, sur la rédemption des Toulousains à Castres et également sur la belle démonstration de La Rochelle face à l'UBB. Mais avant ça, juste, j'aimerais vous poser une petite question. C'est quand on regarde les scores de cette journée, qui était censée être la journée des derbies, on voit plus de 40 points partout. Des scores un peu de super rugby. On a le sentiment que ce n'est pas vraiment des derbies parce que les scores ont été très très larges. Ouais, alors ça a été très vrai, notamment en début de saison, rappelez-vous, où il y a eu beaucoup de victoires à domicile et beaucoup de victoires bonifiées à domicile. Effectivement, ça a encore été le cas ce week-end. Sans vouloir jouer trop dans les clichés, voilà, début de saison, on était encore sur des beaux temps, des terrains secs, etc. Et là, avec les derniers jours, la dernière semaine qu'on a vécu, pareil, on a eu un week-end quand même avec une météo assez exceptionnelle pour jouer au rugby. Ce qui permet quand même d'avoir un jeu plus aéré, aux équipes de prendre peut-être plus d'initiative et forcément au score de gonfler assez vite. Je ne pense pas que ce soit la seule raison, mais c'en est une. Hein. Oui, il y a plusieurs. Après, il y a aussi des équipes qui font un peu plus tourner avec des calendriers. Enfin, on y reviendra, mais par exemple, c'est sûr que l'équipe de l'UBB avait quand même remanié une grande partie de son groupe en raison de la Champions Cup. Mais sinon, oui, comme dit Jérém, les terrains secs favorisent le jeu, on va dire. Et les joueurs plus rapides. Et voilà, En c'est tout ça, cas, on c'est s'est clair. régalé. Il y a eu de beaux essais, plus de 40 points sur tous les terrains. N'hésitez pas en tout cas à laisser vos coms, à nous poser vos questions sur le chat. Hein. Nous sommes en live, bien évidemment, sur Twitch. Et on va démarrer, messieurs, avec Pau qui a atomisé Bayonne 54-22. Bonus offensif à la clé. Pau se qualifie pour les phases finales. C'est une première dans l'histoire de la section paloise. Qu'avez-vous pensé de cette prestation paloise? Est-ce que c'est vraiment Pau qui a réussi un match de dingue ou Bayonne un petit peu faible aussi Bon, un peu des deux. Hein. Voire beaucoup des deux. Voire beaucoup des deux. Non, après, moi, un petit mea culpa quand même sur cette sélection paloise. Je faisais partie, et j'ai aucun problème à le dire, des gens qui étaient un petit peu perplexes sur leur fin de saison, notamment après leur déroute en Challenge Cup. Leur déroute aussi à La Rochelle, je trouvais que la sélection commençait un petit peu à patiner, à retomber dans ses travers des saisons précédentes. Et force est de constater qu'ils ont envoyé un message très très fort ce week-end en surclassant l'aviron bayonnais, qui a montré quand même des failles énormes dans son jeu. Mais quand même, il faut faire cette performance à Jean Daugé, il faut être capable de marquer autant d'essais, de montrer cette force de caractère pour aller chercher le bonus en fin de match. Tout ça me fait dire que la sélection, c'est très sérieux. Et aussi dans une saison, connaître des moments plus faibles, savoir réagir, savoir rebondir, ça fait partie de la construction de grandes équipes. Et là, la sélection montre qu'elle a du caractère et qu'elle a peut-être passé cette petite phase un peu plus délicate dans sa saison. Ouais, mais une période qui était plus faible, mais qui n'était pas due au hasard non plus. C'est la première fois que la section paloise avait autant de joueurs sélectionnés, notamment en équipe de France. Cette période de doublon, il faut savoir la passer, mais pas que l'absence des joueurs. C'est vraiment toute une période qu'il faut gérer au niveau de l'effectif, un nouveau statut à assumer, parce que on ne peut plus parler d'équipe surprise maintenant pour la section paloise, et forcément, ils sont un petit peu plus attendus partout. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est cette phrase à la fin de Sébastien Piccheroni, quand il dit « on a retrouvé notre équipe, on a retrouvé notre section paloise ». Et je trouve que là-dedans, il faut déceler un petit peu la part de vérité. C'est que je crois, quand on regarde un petit peu la physionomie de cette équipe, de ce groupe, que cette équipe, elle a besoin de mettre de l'enthousiasme, elle a besoin de pratiquer un rugby assez aéré. On ne va pas réinventer le rugby quand on voit les joueurs derrière qui composent cette équipe, quand vous avez des Gaëtons, des Atisogbe, des grands Didier, même devant, il y a des joueurs, des mecs comme Oradou, c'est des mecs qui ont des mains assez particulières pour des avants. Et je trouve qu'ils ont retrouvé cette fraîcheur sur ce match, cette envie de tenter, d'oser, tout ce qu'on avait vu sur le début de saison, même si c'est une équipe qui s'est densifiée, hein, notamment en puissance, et c'était ce qui avait été ciblé par
par le staff l'été dernier. Moi, tout ça me fait dire que c'est ce que je pense depuis le début de saison. Sur la construction de cette équipe, j'ai eu l'occasion de le dire plein de fois, je trouve ça très intelligent. Et je reste convaincu que c'est, en termes de constance, de régularité, pas forcément de potentiel, hein, parce qu'une équipe comme l'UBB, forcément, est énorme. Mais pour moi, c'est, sur cette saison, pour l'instant, la deuxième meilleure équipe de ce championnat. Et cette deuxième place, en tout cas, sur ce qu'elle montre sur des mois, elle la mérite amplement. Alors, on l'a dit, Pau ne peut plus se cacher. Quand on a posé la question à Sébastien Piccheroni en conférence de presse, on lui a dit alors top 2, top 4. Il a dit top 2 plus top 4, ça fait top 6. En tout cas, ils y sont aujourd'hui. Ils ne sont pas encore mathématiquement qualifiés, mais ça devrait quand même le faire. Quand même qu'il y ait vraiment un écroulement qui marque 0 point. Hein, là, c'est quasi fait. Mais ils peuvent rêver plus grand. Mais déjà, ils ont top 6. Alors attention, ils ont mis une petite option, toute petite pour l'instant, parce que la guerre pour la deuxième place, ça va être acharnée jusqu'au bout. Mais ils mettent une petite option quand même sur cette deuxième place. Je pense que le minimum pour la section paloise, quand on vit la saison qu'ils viennent de vivre, c'est de jouer un barrage à domicile, surtout quand on connaît un petit peu l'identité qu'ils ont créée au hameau, l'espèce de fusion qu'il y a avec leur public. Je pense que ça serait quand même une déception de ne pas avoir au minimum, je dis bien, un barrage à domicile. Mais je crois que cette équipe, et puis elle est en train de montrer qu'elle a des ressources. Voilà, quand ils avaient perdu Simons, on a vu quand même Desperes qui a pris une nouvelle ampleur. Enfin, non, et puis ce que disait Paul, malgré un petit peu les atermoiements des dernières semaines, ils ont réussi à réenclencher, à remettre la marche avant, à gagner ce match totalement imparfait contre le Racing. Mais mine de rien, ils vont gagner en fin de match en privant le Racing d'un bonus. Enfin, ça montre quand même aussi du caractère, ça montre encore une fois que ce groupe il a été intelligemment construit et c'est un candidat aux phases finales et pourquoi pas, c'est un candidat au titre. Je suis pas loin de penser qu'un barrage à domicile pour Pau, ça serait peut-être la meilleure des solutions. Il y avait une question à ce sujet sur le chat. Mais parce que ça reste, parce que Pau reste quand même un peu fragile sur les matchs importants. On l'a vu encore en Challenge Cup, ils avaient mis une équipe quand même compétitive, ils sont passés à côté. Un match de phase finale, un barrage à domicile, ça serait une fête magnifique au hameau et ça pourrait leur donner un peu d'expérience de ces phases finales qui manquent encore à cette équipe par rapport aux concurrents, l'UBB, Toulouse, mais même des équipes comme le Stade français, comme tout ça. Voilà, passer par cette case barrage dans la construction de cette équipe-là, c'est pas tant une mauvaise, ça serait pas tant une déception, je pense, qu'arriver directement en demi-finale. Alors Marseille. Oui, voilà, à Marseille. Certes, il y aura une perte d'énergie, etc. Mais oui, je suis d'accord. Je pense que tu vas la chercher. Ouais, mais Sébastien Piccheroni préfère peut-être. Mais après, je trouve que des fois, ils ont quand même une équipe jeune avec des mecs, Boari, les Hitons. Mais c'est leur force aujourd'hui. Ouais, c'est des jeunes qui portent cette équipe-là. Donc, on va pas non plus m'expliquer qu'un match en plus, ça nuit et ça détruit complètement tout leur espoir. Peut-être sur une finale, mais en tout cas sur une demi. Sur l'énergie qu'il faut avoir sur 2-3 semaines d'affilée, c'est clair. Compliqué. Après, là, je vais parler d'un côté symbolique. Moi, j'ai eu l'impression à Jean Daugé qu'il y a eu une forme de passation ce week-end. C'est-à-dire que l'équipe surprise du début de saison dernière, qui n'en était plus une et qui a été chercher ce billet qualificatif pour les phases finales et derrière pour une demi-finale, c'était l'Aviron Bayonnais et il n'y avait rien à dire. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les caractéristiques de cette équipe, c'est clairement la section paloise. Et il y a eu une forme de passation. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de surprise quand on parle de Pau, comme on ne pouvait plus parler de surprise de Bayonne, mais c'était il y a 1 an. Allez, justement, on va passer à l'ovation de la rédaction. Et demain, l'Oscar de la semaine dans le Midi Olympique sera bien évidemment Théo Atisogbe, auteur d'un doublé. Il aurait pu être également pour Émilien Gailleton, auteur de cet essai complètement incroyable qu'on va faire le bonus offensif en toute fin de match, cette relance de 80 mètres. Moi, ça m'a laissé quand même... on se demandait s'il allait aller au bout. Ah oui, c'est vrai que des fois, en plus, il y a des joueurs, je trouve, qui ont tendance à lâcher trop rapidement le ballon. Lui, il joue parfaitement le coup parce que c'est difficile. Il peut transmettre peut-être avant, mais non, il croit vraiment. Il va au bout de son action et puis il sert dans le meilleur timing. Quand même, il trouve son soutien dans le meilleur timing. Il reste disponible après. Et ça, c'est quand même aussi parler avec beaucoup de staff, d'entraîneurs. Un mec qui reste toujours dans l'action et qui s'arrête pas en fait au moment où il tombe au sol ou qui
au moment de la fin de son action. Non, il reste en mouvement, il reste actif et c'est lui qui inscrit l'essai. C'est magnifique et ça vient célébrer cette victoire de la section qui a quand même humilié, on va dire, Bayonne à Jean Daugé. C'est pas arrivé très souvent ces dernières saisons. Pour le coup, le président Taïeb pouvait regretter à l'époque où il y avait Grégory Pata que Bayonne s'exportait très mal, mais restait quand même fiable à domicile. Là, Bayonne n'est plus fiable à domicile, donc ça pose aussi question. On va en parler dans un instant. Juste un petit mot, parce que c'est sur le chat où on pose la question, y a-t-il un pot aussi avec ou sans Fabien Broboiry? Ah oui, oui. Oui, bien sûr. Je me rappelle qu'on avait sorti une pastille de ce que j'avais dit là-dessus. Voilà. Oui, parce que pour revenir à ce que tu disais au début, et Emilien Gaëton, Théo Attisobé, on les découvre pas. Ce sont des talents supérieurs. Si certains s'inquiétaient un petit peu de savoir si Emilien Gaëton gardait autant de vitesse et de gaz, je pense qu'il a répondu sur cette action. Et ça fait du bien aussi de revoir Gaëton depuis quelques semaines, qui revient vraiment à son meilleur niveau. Pour ce qui est de Théo Attisobé, j'ai l'impression que plus on lui met de marche, plus il les gravit. C'est à mon sens un talent supérieur, ce garçon. Et Fabien Broboiry, évidemment, pour moi, quand il joue, il transforme cette équipe. C'est pas toujours le joueur dans le rôle le plus sexy, je vais dire, à avoir, parce que son rôle, c'est aussi de fixer les défenses, de faire jouer autour de lui, là où, justement, des garçons comme Gaëton, comme Grandidier, comme Attisobé, c'est des dévoreurs d'espace. Mais alors, qu'est-ce qu'il est précieux et qu'est-ce qu'il est bon, quoi. Parce que la dimension que ce garçon, il a pris en 1 an et demi, elle est assez immense. Et puis, il a l'air de vivre ça avec un recul et une maturité assez détonnante. Clairement, aujourd'hui, on ne le découvre pas, mais la ligne de 3/4 de la section paloise, sur le papier, avec celle du Stade Toulousain à plein et de l'Union Bordeaux-Bègles à plein, c'est pour moi, voilà, on est tous d'accord que c'est le trio. Mais comme le dit le chat, c'est assez incroyable de voir un aussi jeune garçon, pour parler de Fabien Broboiry, autant changer, autant métamorphoser une équipe quand même. C'est vrai que quand il est là ou quand il n'est pas là, c'est pas la même section. Et c'est assez hallucinant de voir son importance dans cette équipe-là, alors qu'il a quel âge? Il a 21. Mais il était à la Coupe du Monde moins de 20, pas l'été dernier, il était d'avance. Oui, il a 21 ans, c'est ça. Il doit avoir, donc c'est hallucinant de voir ça. Si, l'été dernier, même. Si, l'été dernier. L'été dernier, oui, c'est ça. L'été dernier, oui, parce qu'il y avait aussi... Oui, et puis il a fait, franchement, ses 2 premières sélections en équipe de France pendant le tournoi... Il y avait un certain Gourgue avec lui. Non, mais lui et Gourgue... Broboiry-Gourgue. Finalement, c'était pas mal. C'était sympa. En tout cas, tu l'as dit, Jérémy, tout à l'heure, la trajectoire de Pau cette saison, elle fait un petit peu penser à la trajectoire de Bayonne l'an dernier, qualifiée pour la première fois de son histoire pour un barrage, puis une demi-finale, surtout de top 14. Bayonne, qui n'a pas surfé sur son succès. Bayonne qui, on a l'impression, s'enfonce dans une crise existentielle avec le départ de Grégory Pata, qui a été remercié, les mots forts du capitaine Arthur Ituria à l'issue de la rencontre, qui a déclaré on mérite notre place à la 11e, 12e place, on ne respecte plus le maillot. Comment Bayonne peut-il rebondir là actuellement? Comment la verront en attendant la saison prochaine. Oui, voilà. Je crois qu'il a tout résumé. Table rase. Je pense que oui, il faut de toute façon, qu'est-ce que Bayonne peut aller chercher cette année? Déjà, ça fait longtemps qu'il tremble plus pour en dessous. Peut-être la fierté. Oui, après c'est compliqué. Il s'est tellement passé de choses dans ce club cette saison qu'après il faut aussi reconnaître que c'est pas facile pour les joueurs, pour cette équipe-là de trouver les ressources, les raisons pour avoir des nouveaux objectifs. Voilà, donc je pense que des fois, dans certaines équipes, il faut attendre l'année prochaine, quoi, et que là, pour le coup, ils sont arrivés au bout du bout, quoi, je pense. Non, mais après, ils feront certainement une introspection en fin de saison, mais aujourd'hui, j'allais dire, quels que soient les responsables et quels que soient les torts, ils doivent être partagés entre joueurs, staff, ancien staff, nouveau staff, dirigeants, présidents, j'en sais rien. Il n'empêche, cette saison, quoi qu'il arrive, elle est ratée. Et c'était déjà pas facile d'assumer le statut qui était le leur, à savoir cette qualification en phase finale l'an dernier qui les faisait arriver avec une position d'outsider. Ils ne l'ont pas assumé. Tu l'as bien dit, les mots d'Arthur Ituria, franchement, j'invite tout le monde à aller lire ou regarder cette interview. C'est fort, c'est honnête, c'est transparent, à l'image du garçon d'ailleurs. Et aujourd'hui, il n'y a rien d'autre à faire que de préparer la saison prochaine. Voilà, ils ont fait des choix, ils ont changé de staff. Laurent Travers, qui est quand même un garçon qui a beaucoup d'expérience, qui est intelligent, il va remettre des choses en place. Et maintenant, son seul but, ça doit être de travailler pour la saison prochaine, parce que
clairement, sur cet exercice, il n'y a plus rien à espérer. J'allais vous dire, même sauver les meubles, oui, pour Non, mais après, pour le l'honneur, maillot, si on veut. Pour mais... le maillot, oui. Après, Arthur Ituria, le capitaine, il a raison d'utiliser ces mots. Il sait peut-être qu'ils ne vont pas révolutionner le rugby dans les prochaines semaines, mais c'est vrai qu'il y a peut-être il y a de l'honneur, on peut parler d'honneur, on peut parler de respect des supporters, on peut parler de respect de maillot. C'est un champ lexical qui est tout à fait logique d'utiliser sur la fin de saison. Trouver un petit peu les trucs pour remobiliser son effectif quand même. Ouais, levier de Même si- motivation. Levier de motivation. dès bien que sûr. C'est dur de plus jouer sur les objectifs pour lesquels Voilà, on est bien entré sûr. sur le terrain au début. C'est dur, je pense, d'aller à l'entraînement tous les jours en sachant qu'il n'y a plus grand-chose à jouer. Mais la Ok, ça différence reste était- des professionnels, Heureusement j'entends, qu'ils mais... avaient un petit matelas confortable par rapport à Perpignan, parce qu'ils auraient pu se Oui, faire peur même sur mais ouais, cette mais fin bon, de saison. c'est hein. ce Oui, qui a oui. un petit peu... Sans ça doute. a été le fil rouge un peu de cette année, c'est qu'en bas, il y a tout de suite plus de suspense Voilà, parce c'est que sûr. Perpignan et Montauban ont pris beaucoup trop de retard, beaucoup trop vite, ce qui a un petit peu annihilé le suspense. C'était la même chose pour Lyon, on en parlait il y a quelques semaines, maintenant c'est pareil pour Bayonne. Ah ouais, on a créé une espèce de trou noir là, autour de la 11e, 12e place. Qui Même est si, une quand sorte de même, gouffre. même si la Champions Cup, la qualification, ça va être très difficile à aller chercher. Et c'était quand même aussi un objectif, je pense, pour l'aviron. Pour Ah bah l'aviron oui, bayonnais. clairement. Ben, aujourd'hui, Et pour ils attirer étaient- des joueurs, pour tout ça, c'est quand même aussi un objectif fort, quoi. à travers leur construction, ils étaient dans une dynamique positive et aujourd'hui, elle a été cassée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas reprendre. Hein. Non, c'est clair. Allez, messieurs, on va enchaîner avec le derby hier soir entre Castres et Toulouse. Les enjeux étaient simples pour Castres, se rapprocher du top 6, pour Toulouse, tourner la page de l'élimination de la Champions Cup. Jérémy, contrat rempli pour les Toulousains avec des jeunes qui nous ont fait plaisir. Alors, pas des jeunes qu'on découvre, hein, puisque Clément Poitronneau l'a rappelé, ce sont les jeunes qui ont beaucoup joué lors des périodes de doublons. Mais hier, la jeune garde toulousaine, on a le sentiment qu'elle a quand même remis de l'enthousiasme, en tout cas, dans le jeu toulousain. Tu fais bien de prononcer ce mot parce que c'est peut-être celui qui a été le plus important dans cette semaine, qui a été pour le moins pesante, on peut dire tendue à Ernest Vallon. En tout cas, il y a eu une remise en question profonde de la part du staff, avec les joueurs, pour analyser les raisons de l'échec à Bordeaux. Pas tant de la défaite, mais surtout de comprendre pourquoi et comment il en fut ainsi. Et donc, du coup, tout le monde s'était mis d'accord sur le fait que cette équipe toulousaine avait manqué d'enthousiasme. Le staff en a réclamé pour ce déplacement à Castres. Jamais évident, un derby un petit peu bouillant. Il avait remanié son équipe, mais évidemment, c'était pas innocent de faire tourner, de mettre certains garçons, je pense à Mathias Remu, qui a fait un excellent match à l'arrière, qui a quand même des appuis de dingue. On pense à l'entrée tonitruante de Benjamin Bertrand en première ligne. Très très bonne entrée aussi de Célian Pouzelgue à l'aile, Ils ont du feu dans les jambes, Théo hein, ces Ntamak. jeunes. Ouais, et puis ils sont là pour amener pas que de la fraîcheur, ils sont là aussi pour relancer un petit peu de concurrence, d'émulation. Et Clément Poitronneau, il l'a pas caché. Hein. Il a dit, j'espère quand même que ceux qui étaient à la maison Mais est-ce vont qu'ils sentir peuvent que ça vraiment pousse. bousculer cette hiérarchie Alors, établie quoi qu'il en soit, lors s'il des y a- phases finales? oui, mais alors Ça peut l'an y avoir des dernier, blessures, l'an tout dernier a prouvé une chose, c'est que derrière la demi-finale perdue de Champions Cup à Bordeaux, le 15 de départ a bougé. Je veux dire, l'an dernier, qui aurait dit que Joshua Brennan serait titulaire en phase finale de top 14 et que Emmanuel Miafou serait sur le banc? Alors, depuis, Joshua Brennan est devenu international, etc. Mais c'est juste pour montrer qu'il y a eu des choses qui ont bougé l'an dernier et qu'il y a encore des choses qui peuvent bouger cette année. Et que si des garçons... je pense en tout cas que le staff toulousain veut relancer de la concurrence et en tout cas veut pas trop s'appuyer sur les statuts. Et les joueurs qui ont déçu ou qui vont décevoir, ils seront mis sous pression par la concurrence qu'il y a derrière. C'est un petit peu toujours marché comme ça dans ce club. Et c'est pour ça que bien au-delà du résultat à Castres, même si beaucoup se félicitaient au sein du staff d'avoir enfin remporté un bras de fer, c'est-à-dire qu'au bout de la 60e minute, quand le score est serré, et notamment à l'extérieur, les Toulousains ont perdu beaucoup de matchs cette année. Là, ils ont remporté ce bras de fer, mais il y a aussi eu les comportements, les attitudes, et bien aidés évidemment par la fraîcheur de ces jeunes talents. Et tu l'as souligné quand même, alors j'insiste un petit peu avec Jérémy, hein, parce qu'il Non, mais suit quand même j'ai bien les compris. Toulousains au quotidien, mais tu l'as souligné dans la rédaction, il y avait quand même un patron aussi pour les guider, c'est Romain Ntamak.
Et ouais, il y en a eu plusieurs patrons. Oui. Moi, je pense que parce qu'il y avait quand même quelques cadres habituels qui avaient été mis au milieu de ces jeunes. Je pense à Julien Marchand qui a fait un match absolument remarquable encore. Notamment dans le jeu au sol. Ouais, dans le jeu au sol. Je pense à Santiago Chocobares, dont on parle peut-être pas assez, à quel point il a dominé encore le milieu de terrain hier soir. Et effectivement, moi, je tiens vraiment à souligner parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois, qu'il a connu des hauts, des bas, des blessures, etc. Mais depuis 2-3 matchs, on revoit un Romain Tamac, mais au-delà des performances, avec une sérénité, une aisance, et ça a été un des grands joueurs toulousains quand même lors de la défaite à Bordeaux, un de ceux qui a vraiment joué à son niveau. Et hier soir à Cage, j'ai trouvé un Romain Tamac métronome, guide, assez parfait dans l'animation, même si on peut lui reprocher en fin de première mi-temps de ne pas avoir assez occupé 1 ou 2 fois, mais alors... Sinon, il a fait toujours les choix justes. Il a été impeccable face au poteau. Il a fini le match avec le capitana. C'est peut-être pas non plus juste. Puis tu m'arrêtes si je me trompe, mais je le sens prendre plaisir sur le terrain. Ouais. Et j'ai peut-être une période où, avec ses problèmes physiques, ses douleurs aussi, il a eu des douleurs pendant assez longtemps, on en avait déjà parlé. Peut-être qu'il prenait moins de plaisir aussi à jouer, c'est normal. Là, on sent un joueur libéré, mais aussi dans sa façon de tenter des choses, d'attaquer la ligne, de défendre, de tenter des coups, quoi. Et ça fait plaisir de retrouver ce joueur-là, parce que on en a fait peut-être presque on est presque un peu tombé dans le cliché avec Romain Tamac de gestionnaire, alors que ça reste à la base un formidable créateur aussi. Et je suis bien placé pour le savoir. Voilà. En tant que supporter Rochelais. En tant que supporter Rochelais. Donc c'est vrai de le retrouver comme ça dans l'action et dans la prise d'initiative, moi ça me fait vraiment plaisir. Non, mais il a dégagé une vraie aisance, une vraie sérénité. Et c'est une excellente nouvelle pour lui, avant tout. Et évidemment pour le collectif toulousain. Et pour le staff toulousain, bien évidemment. On va passer à notre jaune Bonnecar parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'arbitrage. Et oui, parce que ce Castres-Toulouse a aussi quand même été entaché par de l'indiscipline. Au total, 5 cartons qui ont un petit peu pollué cette rencontre, qui ont cassé le rythme. Alors, comment les expliquer ? Il y en a surtout un qui a fait débat. C'est ce dernier carton jaune donné à un rata pour ce plaquage cathédrale sur Chocobares. Alors les avis divergent sur le chat. Jérémy, on était au stade sur le coup, on s'est dit Chocobares a sauté, et puis non, parce qu'on a eu le sentiment qu'au départ l'arbitre, monsieur Rosier, voulait donner un carton, un contre Toulouse, et puis au final... alors je ne sais pas s'il voulait donner un carton, mais Toulouse, il a l'air de vouloir siffler une faute de Chocobares. Il se fait rappeler à l'ordre par ses assistants et l'arbitre vidéo qui lui dit qu'il a toujours un appui au sol. Alors moi, je trouve que cette situation est hyper compliquée à interpréter. On est toujours entre l'esprit, la règle. Voilà, une décision a été prise à la fin. Je me garderai bien de... Moi, j'avoue que j'avais pas d'avis sur le moment, donc... Moi, j'avoue que j'étais plutôt d'accord avec l'arbitre principal. Je trouvais qu'il aurait dû suivre son intuition. Et mon sentiment profond, c'est que l'arbitre principal, comme le veut son titre, c'est l'arbitre principal. Et je remarque, ça c'est pas le premier match, que je trouve que l'arbitre vidéo, des fois, a tendance à un peu trop s'immiscer dans la discussion. Il est là pour montrer des images, notre débat, pour donner, mais pour donner son avis. Mais plusieurs fois, ça a été long hier sur les visionnages des images. C'était un peu, oui, mais plusieurs fois, ils n'étaient pas du tout d'accord. Et il a fait changer d'avis Monsieur Rosier, qui aurait peut-être dû suivre son intuition. Comme tu l'as dit, c'est une situation qui est très difficile à juger. Ça se joue à rien. Donc l'arbitre doit quand même suivre aussi son intuition d'arbitre principal. Il est là pour diriger le jeu. Ça m'aurait pas du tout choqué que moi qui juge que Chocobares a tenté d'éviter et a un petit peu sauté, même s'il y a peut-être le pied. Enfin bon, ça se joue à rien. Il a toujours l'appui au sol. Moi, ma première réaction, ça a été de me dire bon courage à lui pour interpréter. Après, si par exemple, sur Malaise, par exemple, aussi, parce que là, c'est à l'encontre des Toulousains, mais moi, c'est Malaise, sur le déblayage. Ça, pour moi, ces situations-là, il faut mettre rouge. Ou carton jaune, orange. Je trouve que dur aussi. Mais non, parce qu'à mon avis, ça, pour moi, ça, c'est quelque chose qui doit être interdit maintenant dans le rugby. Ouais, de tomber sur les membres inférieurs. Ça doit être proscrit. Enfin, on ne doit plus voir ce genre d'action. Et si on veut arrêter de voir ça,
il faut peut-être être un petit peu dur au début pour que les joueurs s'habituent à ne plus jamais et plus jamais se retrouver dans cette situation-là. Parce que sinon, si on laisse un petit flou, des circonstances atténuantes à chaque fois, ça laisse la possibilité de revoir ce genre d'actions qui sont quand même, qui peuvent être dramatiques pour les joueurs et pour les intéressés quand même, qui peuvent vraiment détruire des carrières. Hein. Après, oui, non, mais je te rejoins là-dessus. Après, pour prendre un petit peu de hauteur, je pense que l'analyse a été assez bonne à chaud, à la fois de Xavier Sadourny et de Clément Poitrenaud, pour interpréter en fait un petit peu cette salve de cartons. Il y en a eu 3 côté Castres, il y en a eu 2 côté toulousain. Tous ces cartons, ils sont arrivés à chaque fois contre l'équipe qui était en train de subir. Et ils disaient tous les deux clairement qu'aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que le nerf de la guerre, tous les deux disaient, c'est de tenir le ballon, d'avoir le ballon, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, l'équipe qui entreprend est quand même plutôt récompensée, et qu'on a des arbitres qui dirigent un petit peu en fonction de l'énergie déployée, et que Clément Poitrenaud faisait par exemple remarquer que Toulouse avait pris 2 cartons en fin de première mi-temps, au moment où ils sont acculés, oui. Au moment où ils sont sur le reculoir, au moment où ils subissent les contacts, et que finalement, il y a presque une forme de logique à les voir être sanctionnés ou à voir récompenser l'énergie déployée par l'équipe qui avance. Et de la même manière, les 3 cartons castrés l'ont été dans des périodes où c'était le stade toulousain qui était en train d'avancer et d'entreprendre. Allez, messieurs. Mais bon, c'était un bon derby. C'était un bon derby. Quand même avec l'intensité. L'intensité, et au final, c'était le match parfait pour Toulouse, pour quand même, après cette déception, pour... Et le score est peut-être mais les cartons ont une vraie influence parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a eu des cartons, l'équipe en infériorité a encaissé quand même pas mal de points. Encaissé en général un essai. Allez messieurs, autre prétendant au top 2, c'est Montpellier, le MHR qui s'est fait peur quand même face à Perpignan. Alors même, bon, ils ont quand même gagné assez largement, mais ils ont été très indisciplinés et ça a énervé aussi le capitaine, Lenny Nouchi, qui a dit on a été nuls à l'issue de la rencontre par manque surtout de réalisme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment tué le match au moment où ils auraient dû le tuer. Ouais, mais tu vois, je vais te lancer. Le Montpellier des dernières saisons, quand ils étaient nuls, ils perdaient. Oui, voilà, et puis voilà. Ça montre aussi l'ambition de Lenny Nouchi et de ce club-là qui ne se satisfait pas de cette victoire qui n'a pas été aboutie. Et s'ils veulent aller au bout, ou en tout cas aller en demi-finale directement, c'est sûr que ce genre de discours, pour moi, il fait du bien au groupe, il fait du bien à tout le monde, et il ne faut pas se satisfaire de ce genre de match. Mais c'est vrai que c'est une petite piqûre de rappel pour Montpellier. C'est un club que tout le monde annonce très fort, très haut. Depuis quelques semaines, on peut dire que c'est un peu le club qui a la cote, même chez les observateurs. C'est l'épouvantail. C'est un peu l'épouvantail parce qu'ils ont un jeu... Font peur. Ils font peur, mais ils ont une équipe qui, avec un jeu, avec un gros paquet d'avant, pour les phases défense. finales. On se dit que c'est une équipe qui fait peur, mais il faut y aller déjà en phase finale. Bon, ils sont quand même bien placés pour y aller, mais voilà, il ne faut pas aussi se voir arriver avant l'heure. Il faut aussi faire les efforts. Et Montpellier, c'est une équipe qui a trouvé... on va dire, qui a trouvé son rythme de croisière dans l'effort, dans la répétition de tâches. Et là, c'est vrai que contre Perpignan, il y a eu un petit peu moins de volonté, ou en tout cas de dynamisme. Et ils n'ont peut-être pas pris Perpignan de haut, mais ils se sont dit, bon, ça va le faire. Et ça ne suffit pas en top 14 parce que tu peux être puni contre n'importe quelle équipe. Et ils sont qualifiés en demi-finale de Challenge Cup aussi, donc ils vont devoir jouer sur les 2 tableaux. Est-ce que cette qualification les a pas un petit peu grisés et qu'ils, justement... Je ne suis pas sûr que ce soit cette qualification. Non, mais ils avaient quand même... Je pense que Paul a peut-être raison, peut-être qu'ils n'avaient peut-être pas assez peur de l'adversaire. Il n'empêche aujourd'hui, le MHR... Ils avaient bien battu Perpignan. Oui. Voilà, donc... Le MHR me semble avoir une base assez solide pour pas de connaître de pièges, ou en tout cas de contre-performance... telle qu'aurait été une défaite à domicile contre Perpignan. Et je crois en fait que la campagne européenne, enfin la campagne en Challenge Cup, finalement leur fait quand même aussi beaucoup de bien parce qu'ils régénèrent beaucoup l'effectif. Et je crois qu'on en avait parlé récemment ici. La vraie force de Montpellier cette année, à mon sens, c'est d'avoir un groupe assez homogène. Et on se rend compte qu'à certains postes, je pense par exemple au centre du terrain ou des choses comme ça, où même quand ils font tourner, j'ai pas l'impression qu'ils perdent beaucoup en performance. Et ouais, j'ai l'impression, quand on discute, nous, avec les staffs, à droite, à gauche, que ce Montpellier-là, ils mettent une petite graine dans les têtes adverses, parce qu'ils sont forts en conquête,
parce qu'ils sont capables d'être très forts au sol, parce qu'ils ont cette capacité à gagner les collisions. Oui, voilà, ils font mal. Et c'est des qualités qui, dans les matchs à élimination directe, on en revient au basique du rugby, hein, mais dans les matchs à élimination directe, c'est quand même tellement important. Et ouais, moi j'ai le sentiment que c'est un petit peu l'épouvantail de cette fin de saison, ce MHR. Justement, tu mettrais peut-être une petite pièce sur eux pour le top 2, plus que pour... Non, moi je la mettrais sur Pau, mais parce que je suis un chantre de la méritocratie et j'ai le sentiment que sur la saison entière, c'est la section paloise qui le mérite. Voilà. En tout cas, dans le chat, on nous dit vivement le UBB et ma chère de la semaine prochaine et ma mais transition. Transition est toute faite. Franchement, il n'est pas facile. Une semaine avant une demi-finale Champions Cup, c'est pas simple pour l'UBB de préparer, ne serait-ce que mentalement, ce genre de match. Justement, la transition est faite. On va parler de l'UBB. L'UBB qui a sombré à La Rochelle avec une équipe remaniée. Est-ce que le staff va pouvoir tirer des enseignements de ce match? Tu peux pas tirer, non. Tu peux pas, surtout qu'ils ont sombré, mais ils ont sombré notamment en deuxième mi-temps, mais la première période, elle n'est pas déconnante de l'UBB. Je trouve qu'ils ont montré plutôt un beau visage. Dans l'attitude, ils étaient présents. Alors après, forcément, ils avaient tellement remanié leur effectif qu'en deuxième période, face au titulaire Rochelet, qui avait vraiment besoin de s'imposer, c'était un peu court. Mais le score est aussi peut-être un petit peu lourd et au final, je trouve que ça ne remet pas du tout en question la saison de l'UBB qui avait fait ce choix-là pour le déplacement à La Rochelle, mais qui, pour moi, non, tu ne peux pas construire là-dessus, quoi. Ou en tout cas, tirer des enseignements de cette défaite. Non, mais absolument. C'était combien de changements? Il y avait 13 changements dans le 15 de départ, avec un changement de poste pour Huberti, un changement de poste pour Gazzotti, je crois. Enfin bon. C'est clair. Non, je pense que... Mais ils ont fait à mon sens, ils ont fait le bon choix. Ils sont obligés de régénérer leurs hommes, surtout que la dépense énergétique avait été énorme dimanche dernier contre le Stade Toulousain, qui rejouait 6 jours après, qui doivent... qui doivent jouer sur les deux. Puis ils doivent jouer sur les deux tableaux. Il y a une demi-finale qui arrive. Il y a encore une qualification à aller chercher en top 14. De toute façon, ils ne pourront pas jouer tous les matchs avec leur équipe type. Et c'était normal de régénérer. En plus, c'est bien pour certains mecs. Je pense à Jeune Dro au centre. C'est des garçons qui ont besoin d'avoir du temps de jeu. Voilà, il n'y a rien de grave, ça ne va pas altérer la confiance, enfin à mon sens, ça ne va pas altérer la confiance des Girondins, ça va au contraire décupler celle des Rochelais. J'allais venir. Mais voilà, ma conclusion, c'est qu'il y a beaucoup plus d'enseignements à tirer côté Rochelais que côté Bordelais. Oui, non, mais c'est certain. Paul, ravi, du coup une petite victoire bonifiée qui vous redonne confiance. Oui, non, mais c'est certain, c'est surtout que c'est une belle victoire. Aussi, on a tendance des fois à être un peu caricatural au sujet de La Rochelle. Moi, j'ai eu une équipe là qui jouait très bien au rugby contre l'UBB et qui a vraiment eu cette volonté de déplacer le ballon, ce qui n'a pas toujours été le cas, avec un peu de déchets, mais aussi beaucoup de réussite. Et ça, c'est plutôt intéressant pour la fin de saison. Même voilà, après la fin de saison de La Rochelle, ça passera par de la constance, par la répétition de performances et par des résultats à l'extérieur. Ils enchaînent les 2 prochaines journées, c'est déplacement à Perpignan, qui, comme l'a dit Laurent Labide, veut rester maître sur son terrain, donc ça ne sera pas évident. Et après, c'est un déplacement au Racing, qui est quand même le concurrent principal pour la qualification. Donc La Rochelle devra passer par 2 succès à l'extérieur pour espérer se qualifier. Mais c'est plutôt positif et ça montre que le club ne lâche pas. Contrairement, on a parlé avant de Bayonne. Ils ont récupéré de nombreux cadres aussi. Moi, je voudrais insister là-dessus. T'as beau avoir tout le bon boulot que tu fais, t'as beau mettre un bon état d'esprit, t'as beau faire tout ce que tu veux, je reste convaincu que les grandes équipes, elles sont aussi dépendantes de leurs meilleurs joueurs. Et quand vous alignez une 3e ligne, Boudéan, Gégou, Aldrit, quand vous avez une charnière, première fois de la saison. Surtout quand vous avez un Le Garec qui est revenu, et ce garçon, il est arrivé à La Rochelle l'été dernier pour prendre les clés du camion, et Dieu sait qu'il en est capable. Quand vous avez une charnière en pleine confiance, Le Garec, Astoy, qui semble en plus complémentaire, qui semble bien s'entendre, et quand vous avez, je finis là-dessus, Laguivala au centre, qui était la recrue phare à ce poste, le garçon qui devait amener une plus-value au centre de l'attaque, tout devient plus simple, et c'est pas faire offense à tous les autres qui ont joué aussi à leur place que de dire que cette équipe rochelaise, à mon sens, est meilleure
est plus fluide quand tous ces garçons-là sont alignés ensemble. Non, mais c'est clair, oui, c'est sûr que oui, quand on a des joueurs. Mais t'imagines que c'est seulement, on est à 5 journées de la fin de la phase régulière et c'est la première fois qu'ils avaient leur troisième ligne. Alors aussi parce que Boudérin a été utilisé en deuxième ligne pendant une partie de la saison. Mais c'est la première fois quand même qu'ils mettaient Gégou, Aldrit et Boudérin. C'est une troisième ligne internationale. Non, mais c'est clair. Et puis, troisième ligne de niveau international. Si demain tu la mets en équipe de France, personne tremble. Hein. Non, mais c'est certain. Après, bon, encore une fois, quand même, La Rochelle est. Alors, Olga, on a déjà un peu parlé. Il faudra qu'il tire les enseignements en fin de saison, mais il n'est quand même pas très heureux au niveau des blessures cette saison. Ils ont encore perdu des éléments. Noël est sorti blessé. Il y a eu aussi, il y a plus de 3 joueurs qui sont sortis touchés. Bon, ça montre bien quand même que est-ce qu'ils vont réussir, et c'est la grande question, à enchaîner la performance et enchaîner les feuilles de match avec leurs cadres qui sont sur le terrain, quoi. C'est la grande question et ça passera par. Si c'est la réponse est non, je pense qu'ils n'arriveront pas à leurs objectifs de début de saison. L'autre bonne nouvelle, et j'aimerais bien ton avis parce que je pense que tu regardes, tu dissèques en tout cas mieux que moi les matchs de La Rochelle, c'est, me semble-t-il, la performance de Cancorier en numéro 5 parce qu'on sait que l'absence de Skelton, elle est. Pardon, j'allais dire dramatique pour cette équipe. Ouais, je ne vais pas jusque-là, mais ce garçon a été tellement indispensable les dernières années, notamment au niveau des titres des Maritimes, que en tout cas, il laisse un vide immense derrière lui. Et pour ces derniers mois, sous le maillot Rochelet, rappelons que Cancorier rejoindra le RCT l'an prochain, j'ai l'impression en tout cas que le staff a peut-être trouvé une solution viable pour un garçon qu'on a connu beaucoup en troisième ligne tout au long de sa carrière. Ouais, il fait un vrai match. Compensé peut-être avec plus un profil de numéro 4, mais qui est en train peut-être d'entrer dans ce costume de numéro 5. Ça va peut-être d'ailleurs donner des idées à Pierre Mignoni pour l'an prochain. Non, c'est vrai qu'il a fait sans doute le meilleur match de sa saison. C'est un garçon qui est arrivé sa première saison, il fait une saison assez incroyable à La Rochelle. Et depuis, il était quand même un petit peu sur la réserve où on sentait qu'il n'arrivait pas à passer ce cap. Là, il fait un vrai match. Ça donne des espoirs pour Ogara parce qu'il y a Paul Boudéan qui a souvent été utilisé en numéro 5, donc ça peut être avec, on espère, le retour de Botia sur la fin de saison qui était blessé au mollet mais qui pourrait revenir et qui fait une saison incroyable, lui en troisième ligne. Il pourrait y avoir ces deux profils-là qui compenserait l'absence de Skelton qui, comme tu l'as dit, est assez dramatique pour La Rochelle. Mais pour Cancorier, c'est vrai que c'est intéressant de le voir à ce poste-là. Il a été très très puissant, pas beaucoup à la faute, alors que ça peut être un de ses problèmes. Et vraiment à l'initiative aussi. Hein. Il ne s'est pas caché, il a pris les ballons, il était un porteur de balle, un des principaux porteurs de balle rochelais avec réussite. Quoi. Donc, en tout cas, on a l'impression que si les blessures les laissent tranquilles là, un petit peu, ils peuvent peut-être accrocher ce top 6. Ouais. Encore faut-il qu'elle les laisse tranquilles. Encore faut-il. Non, mais bien sûr qu'aujourd'hui, La calendrier Rochelle, aussi, ils ont Toulouse en fin de calendrier. Hein. Oui, ils ont Toulouse. Et en fait, non, mais le juge de paix de La Rochelle prenait la date. Hein. C'est le Racing de La Rochelle. Je pense que le vainqueur de ce match-là se qualifiera. Ou en tout cas sera très bien positionné. S'ils arrivent à faire l'exploit au Racing, ils seront bien placés. Allez, on va enchaîner avec un autre club, messieurs, qui lui a conforté sa place dans le top 6, c'est Clermont, l'ASM. Alors, ça n'a pas été simple, Paul, quand même, puisque Clermont a montré deux visages. Et comme l'a dit Christophe Furios, l'accouchement a été difficile. Oui, c'est vrai, oui. Avec sa il a toujours la bonne formule. Ah, mais Christophe Furios, on est très heureux de le retrouver. On les trouve. Après, c'est un mois. Il avait fait une petite cure. Deux mois, je crois. 2 mois, voilà. Il avait préparé ses formules, il nous a manqué aussi. Mais non, c'est vrai que Clermont... Mais c'est pareil, je trouve que Clermont, ce match-là, aurait été peut-être plus difficile il y a quelques saisons ou quelques mois. Ça ressemblait tout du match au piège parce que Lyon avait envoyé une belle équipe. Lyon qui n'a pas grand-chose à jouer, mais qui a quand même des joueurs de grand talent dans son effectif. Et je trouve que, tu l'as dit, c'était un match un peu difficile pour eux. Longtemps, les deux équipes étaient au coude à coude. Et ils ont trouvé, ils ont fait exploser ces Lyonnais pour au final s'offrir un match avec le bonus, une grande victoire quand même qui est importante pour cette fin de saison. Et on parle beaucoup des clubs qui sont derrière Clermont pour aller chercher un potentiel top 6, mais encore faudrait-il que Clermont se loupe, quoi. Et pour l'instant, Clermont fait le taf. Fait le taf et plutôt très bien. Et à ce rythme-là... la question de la 6e place va vite être réglée quand même. Le premier des défis pour Clermont, ça va être de garder Michelin invaincu d'ici la fin de saison. Si Clermont
réussi déjà à gagner ses matchs à domicile. Je pense que l'ASM aura fait une bonne partie du chemin. Après, on l'a dit tellement de fois ici, ce championnat, il est quand même totalement dingue, avec des équipes qui ont été tellement branchées sur courant alternatif. Et Dieu sait que ça a été le cas de Clermont pendant une partie de cette saison. Là, on a l'impression qu'ils ont trouvé quand même une forme de... Je ne sais pas si c'est de confiance, mais en tout cas de solidité. On en revient aussi à ce qu'on disait de Montpellier tout à l'heure, c'est que voilà, même si tu n'es pas serein pendant tout le match, à l'arrivée, tu regardes le score final, il n'y a pas photo pour Clermont. Il faut savoir les gagner, ces matchs-là, quand vous êtes un petit peu sous pression. Je crois que Lyon était à 1 ou 2 points derrière. Le banc a fait la différence aussi, ce qu'a expliqué Christophe Furios. Ils ont récupéré aussi, commencé à récupérer tous leurs joueurs blessés. Ils ont parlé de Toulouse à la mêlée, là, mais oui, c'est clair. Mais fait des super entrées depuis. Non, mais que ça soit pour Toulouse, pour le Stade Toulousain, pour Clermont, des équipes où le banc fait la différence. C'est toujours un très bon signe. Voilà, quand le banc fait la différence, ça montre bien que tout le groupe est concerné et que ça montre les ressources d'une équipe. Et c'est pas un hasard si ces équipes-là gagnent les matchs à la fin avec un banc conquérant, quoi. Et là, ça a été le cas de Clermont, c'est clair, qui a pu compter sur son banc, contrairement à Lyon où c'était difficile, quoi. Mais ils cherchent toujours un petit peu quand même ce match référence à l'extérieur. Clermont, ils vont se déplacer à Toulouse. Est-ce qu'il fera tourner? Est-ce que ça peut être un véritable test pour justement les Clermontois en vue de ce pour le top 6, c'est pas sûr que... Je pense qu'on peut se dire qu'ils feront l'impasse peut-être à Toulouse. Moi, je sais pas. J'avoue que je suis pas dans la tête de Christophe Furios. Nous, j'ai envie de vous dire qu'on n'espère pas. C'est dimanche soir au Stadium, l'affiche de Canal 21h. Bon, on espère avoir une grande affiche à se mettre sous la dent, parce que du côté toulousain, ça fera pas l'impasse. Même, on va remettre sur le terrain, je pense, certains des cadres, peut-être même de certains qui n'ont pas été à leur juste niveau à Bordeaux la semaine dernière. Donc, il y a tout pour avoir un grand match sur le papier. Voilà, on verra. Là, on te reprend parce qu'on dit que Toulouse, effectivement, avait été gagné à Clermont. Donc, ils ne sont pas invaincus à domicile. Ah non, mais j'ai jamais dit qu'ils étaient invaincus à domicile. J'ai dit que pour la fin de saison... Pour la fin de saison, voilà. Non, parce qu'attention, le chat, ils sont... attention. Non, je sais. Je pense qu'il n'y a pas que contre Toulouse. D'ailleurs, ils ont eu d'autres défaites cette saison. Mais je voulais dire que... Avec le petit matelas qu'ils ont, Clermont, il fallait qu'ils déjà, je pense que le premier des objectifs, la priorité de Clermont, ça va être de ne pas perdre à la maison. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est peut-être moi qui me suis mal exprimé, j'en suis désolé. Après, ils reçoivent que 2 fois. Donc, raison de plus pour pas en perdre. Perpignan et le Racing. En fait, pour moi, c'est quand même le Racing qui a un peu les cartes en main. Alors, on va voir ce qu'il fait ce soir. Et t'en veux une équipe qui est capable de tout. Voilà. Ils reçoivent La Rochelle, le Racing, et ils se déplacent à Clermont. Donc ils peuvent vraiment, eux, avoir... S'ils s'imposent ce soir et qu'ils gagnent ces 2 matchs, ils seront dans les 6. Justement, on va se projeter sur ce dernier match, messieurs. La 21e journée, c'est le derby francilien entre le Racing et Stade Français. On se rappelle qu'au match aller, ça avait fait 20 partout. Pas mal de petites polémiques après des petites paroles, on se rappelle. Dont certains se sont nourris cette semaine en Louis Carbonel qui avait dit les arbitres récompensent les équipes qui jouent moche. Je pense que ça a fait plaisir du côté du Racing. On peut se dire que, en tout cas, ça serait un petit peu tendu peut-être ce soir. En tout cas, ça pimente un derby qui est historique dans ce sport. Et nous, quand il y a un Racing Stade Français qui est un petit peu pimenté... Ça pimente la rédac aussi. Ouais, on peut pas dire que ça nous fait pas plaisir, quoi. C'est bien qu'il y ait un petit peu d'enjeu autour de ce match. Alors, je vais pas trop m'avancer parce que sur le papier, on a peur que sportivement, il y en ait moins qu'espéré. Non, mais il n'y a aucun souci. Moi, je suis pas en train de juger. Il y a un calcul qui est fait clairement du côté du Stade Français qui nous a, un petit peu étonnés quand on a eu les premiers bruits en début de semaine d'une équipe remaniée du Stade Français, parce qu'on se disait, voilà, ils sont plus en challenge, derrière... Ils étaient sur une belle dynamique de 3 victoires consécutives. Voilà, ils ne jouaient pas le week-end dernier, ils ne vont pas jouer dans 2 semaines, mais le calcul, il a été fait par rapport à un calendrier qui apparaît plutôt favorable pour les Parisiens. Ils reçoivent Pau après la semaine prochaine. Et on se dit que la priorité, c'est de recevoir Pau, et que en tout cas, ce n'est pas le déplacement le plus simple, le Racing, pour aller prendre des points. Tout ça pour dire que l'équipe a largement tourné du côté parisien, qu'on va avoir une équipe bis. Ouais, une équipe bis. Alors après elle a de la gueule quand même à certains postes. Peut-être que le Paris
peut être intéressant parce que je trouve qu'ils mettent une équipe qui correspond parfaitement à la U Arena, quoi, à la Paris La Défense Arena, pardon. Je trouve que c'est une équipe, notamment oui, ils ont mis des joueurs rapides, mais même une troisième ligne. Ils mettent Macalou, on sait que c'est un joueur aux qualités, voilà, un coureur qui va très vite. Voilà, je trouve qu'ils mettent une équipe avec pas mal de profils dynamiques derrière pour essayer de faire déplacer cette équipe du Racing. Et avec un banc qui est quand même intéressant, parce que sur le banc, il y a des profils expérimentés. Il y a Carbarlo, il y a Tanga, il y a Barry. Bon, s'ils mènent, tu vois, sur les 20 dernières minutes, et ça peut être intéressant de faire entrer ces joueurs-là qui peuvent faire changer le match, quoi, ou en tout cas conserver un score. Donc, à voir si le pari est gagnant. Après, on le dit aussi quand on parle de Toulouse ou de ces équipes-là, que parfois on parle des doublons, on parle des fois des jeunes utilisés, et que au final les performances des jeunes permettent de niveler vers le haut le club et d'apporter de l'amélioration. Ça peut être le cas aussi au Stade Français, qui en cas d'exploit dans le derby, le club et tout le monde serait content et il y a des places à gagner peut-être ce soir. De toute façon, la pression est sur les épaules du Racing. Ah, ça c'est clair. Clairement, ce soir, ils sont 9e, ils sont à 7 points du 6e. Pour eux, s'ils veulent se qualifier, il faut impérativement l'emporter ce soir. Ah oui, et du coup, ils alignent la meilleure équipe du moment. Là, on peut pas. On est proche d'une équipe type côté Racing. Les hommes forts sont là. Effectivement, voilà, je pense que Patrice Colazo, il a fait passer le message à son groupe toute la semaine. C'est voilà, si on veut continuer à y croire, si on veut continuer à être dans cette course-là, c'est victoire obligatoire. Peut-être même essayer d'aller grappiller des bonus à droite et à gauche. Il serait bien inspiré d'aller en chercher un ce soir. C'est pas, je pense, le sens du discours, les choses dans l'ordre. Mais oui, la pression est sur eux, mais en même temps, elle est sur eux depuis un petit moment. Ils savent qu'ils n'ont plus trop le droit à l'erreur pour rester dans cette course-là. Et on sera peut-être plus avancé ou pas après le match de ce soir pour le top 6. C'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi qu'on aurait aimé peut-être voir deux équipes types dans ce derby. Mais effectivement, pour rebondir sur le chat... Et Louis Carbonel qui n'est pas sur le terrain après ce petit piment du match aller. C'est petit piment du match aller, mais enfin, comme dans le chat, on l'a expliqué, effectivement, le match de Pau, la réception de Pau est sans doute plus importante pour les Parisiens. Un petit prono pour finir quand même, messieurs. Je ne vais pas vous quitter, vous n'allez pas me quitter comme ça. Allez. Moi, tant pis, je me mouille. Large victoire du Racing. Bonifié. C'est dur, là. On peut... Allez, monsieur oui, allez. Large victoire aussi du Racing, au final. On met bonifié, mais en deuxième période. Allez, moi, je vous surprends un petit match nul. Ah oui, encore. Alors là, elle s'adresse aux parieurs. La cote. Là, c'est pas mal. Elle s'adresse aux parieurs, les grosses cotes, les matchs nuls. Le match nul entre le Racing et le Stade Français. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Père Brizard qui était à la réalisation. Excellente soirée à tous et on vous retrouve dimanche prochain. Ce sera Vincent Franco pour la 3e mi-temps à 19h. Ciao, bye bye.